Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quizy FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Daniel Zaidani est sur notre plateau, avec lui on va évoquer l'élection de notre nouveau président. On l'a pas entendu depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il est avec nous, Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première réaction, Emmanuel Macron, que vous avez soutenu, président de la République, j'imagine que c'est une satisfaction. Écoutez, c'était un challenge, puisque il y a 3 ans encore, personne ne le connaissait. Et puis, il y a 1 an, personne n'y croyait. C'est vrai. Aujourd'hui, il est le plus jeune président de l'histoire en France, et il fait partie des plus jeunes présidents. C'est un coup frais pour la France et une image positive dans des moments où on a le sentiment que tout part de travers dans le monde. Et certains médias, notamment sur la presse nationale, et Le Point, pour ne pas le citer, expliquent qu'il a quand même eu une chance extraordinaire avec 2 partis qui se sont écroulés, il faut le reconnaître, que ce soit les Républicains ou que ce soit les socialistes, se sont entretués quasiment, et a laissé un boulevard carrément à Emmanuel Macron. Certains l'appellent déjà Moïse parce que la mer s'est ouverte devant lui. Écoutez, il est vrai effectivement que dans la vie, il faut beaucoup de travail, de l'ambition et savoir saisir les opportunités qui se présentent. Il y a quand même eu de la chance. Ça fait partie de la vie politique, c'est la chance. Quelque part, oui. Vous savez, il y a en 2011, j'ai été président. Ça ne veut pas dire que j'avais ambitionné de l'être à ce moment-là. L'opportunité s'est présentée. J'ai tenu le challenge et nous avons tenu la maison. Donc, je suis convaincu qu'Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui considéré comme une personne intelligente, ambitieuse, déterminée et réformiste, fera ce qui est nécessaire pour améliorer la situation de la France. Il est vrai que ces 10 dernières années, beaucoup de Français ont été déçus par les gouvernements qui se sont succédés. Donc certains regardent tout cela avec beaucoup d'inquiétude en se disant ça va encore recommencer. Donc moi je reste convaincu que sa détermination est sans faille. Il lui appartient maintenant qu'on lui donne la possibilité de mettre en œuvre son programme à travers une majorité qu'il doit obtenir au sein de l'Assemblée nationale. Et je reste convaincu que les Français sauront être logiques avec le choix fait pour Emmanuel Macron. On va en parler dans quelques instants des législatives. Une question de Samuel sur l'élection présidentielle. Très rapidement, vous avez un sérieux point commun avec Emmanuel Macron. Carrière brillante. Vous vous présentez tous les deux pour une première fois pour briguer un mandat politique. Vous êtes élus tous les deux présidents pour un premier mandat. C'est juste assez extraordinaire. Oui, sauf que Macron ne connaissait pas Adrien Giraud. Mais Zaidani, il a une maison au Touquet. Non, mais il connaît François Hollande. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il peut ressentir? Parce que vous l'avez vécu, vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe à travers la tête? Je pense très sincèrement que la soirée de sa victoire traduit ce qui se passe dans sa tête. Il comprend qu'il est face à une très grande responsabilité. Il sait que le pays est fracturé, divisé, déçu. Et aujourd'hui, il doit être à la hauteur des enjeux. Et pour cela, il prend son rôle très au sérieux et il sait qu'il doit, dans les premiers jours, donner les signes positifs attendus par ses électeurs. Alors justement, c'est quoi les signes positifs? C'est-à-dire déjà la nomination d'un Premier ministre, il doit être de quelle couleur politique, le Premier ministre? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas un élu ou une personnalité clivante. Il souhaite que le meilleur de la France soit autour de lui. Et cela, bien évidemment, va des élus républicains aux élus socialistes. Maintenant, à mon avis, son gouvernement sera un gouvernement pluriel dans lequel on retrouvera des gens issus de la droite, mais plutôt de gauche, et des gens issus de la gauche, mais plutôt de droite. Donc vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qui serait le mieux comme Premier ministre? Vous avez un nom, quelqu'un avec qui... Très clairement, à ce jour, seul Emmanuel Macron peut répondre à cette question. Maintenant, vous pouvez avoir une envie. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, seul Emmanuel Macron peut répondre clairement, nominativement à votre question. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera un Premier ministre avec un gouvernement qui sera large et qui fera appel à l'excellence française. Et cette excellence se trouve aussi bien à droite qu'à gauche. D'où la nécessité de ne pas avoir un président clivant qui exclut. Non, Emmanuel Macron rassemble.
Mais il va falloir avoir une majorité parlementaire pour pouvoir gouverner correctement et faire passer certaines réformes, même si Emmanuel Macron a expliqué qu'il envisageait de fonctionner par ordonnance, de légiférer par ordonnance. Il a le droit, c'est clair, mais c'est pas ce que les Français attendent. Il y a un Parlement, il est là pour ça. Je dirais que la révolution Macron, si je peux appeler cela, ne sera pas dans la démultiplication des textes de loi. Non. La révolution Macron, ce sera d'abord de reconnaître que vous pouvez être de droite et avoir des qualités. Vous pouvez être de gauche et avoir des qualités. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes trop clivants. Il suffit de regarder aujourd'hui au sein du conseil départemental, c'est ce qui se passe. Moi, je crois, pour faire simple, c'est que Emmanuel Macron, dans son programme, tout le monde a tendance à dire qu'il est d'accord avec tout le monde. C'est pas qu'il est d'accord avec tout le monde, c'est qu'il reconnaît que tout le monde fait des efforts, peut-être pas, ne va pas jusqu'au bout de ses efforts, mais lui va faire une synthèse de tout cela pour redresser la France. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Les législatives. Donc vous êtes toujours candidat, vous n'avez pas changé là-dessus? Bien évidemment, comme vous le savez, investi évidemment. par le MDM. Est-ce que vous allez être, comme certains l'ont imaginé, proposé, vous rapprocher de République En Marche, le parti politique d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous allez adhérer à République En Marche? Alors, partie des 450 investis qui vont être dévoilés aujourd'hui. Je n'ai pas cherché à obtenir une investiture supplémentaire. Ouais. Nous sommes dans une élection locale qui est basée sur un travail de terrain qui a été fait déjà depuis plusieurs mois. Ouais. Lorsqu'on est à un mois pile, aujourd'hui nous sommes le 11 mai, l'élection c'est dans un mois, le 11 juin. Lorsqu'on est à un mois des élections, on ne s'improvise pas candidat. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'investiture En Marche n'est pas nécessaire pour améliorer le score potentiel que je ferai demain à ces élections. C'est plutôt le fruit d'un travail que j'effectue depuis 2 ans, d'explication, de pédagogie, de proximité. Et ce travail, je l'ai fait au sein d'un parti qui s'appelle le MDM. Et le MDM a la particularité d'être un parti local qui se veut libre et indépendant des partis nationaux. Cela n'exclut pas qu'on travaille avec les partis nationaux. Et c'est pour cela que nous avons soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour et que les candidats aux élections législatives et sénatoriales se placent dans un cadre pour entrer dans la majorité présidentielle. Une majorité présidentielle, on l'a vu, enfin ça va être déclaré aujourd'hui, le nouveau parti politique République En Marche va proposer 430 ou 450, je ne sais plus Samuel, personnes investies au nom de République En Marche. Est-ce que vous savez si à Mayotte, il va y avoir des personnes qui seront investies par République En Marche? Je n'en sais rien. Et si c'était le cas, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter? Non, pas particulièrement. Vous savez, les candidats, on les connaît aujourd'hui. Les candidats, la semaine prochaine, ce sera plus clair puisque tout le monde va faire leur dépôt de candidature entre le 14 et le 19. Ouais. Il peut y avoir des nouveaux investis par République En Marche. En une semaine, c'est possible. Bien sûr, il peut y avoir des nouveaux candidats qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Mais soyons sérieux. Pensez-vous sérieusement qu'un candidat qui se présente aux élections législatives sur Mayotte n'a pas préalablement fait un travail de terrain? Si c'est le cas, c'est une erreur. Donc maintenant, moi, je peux comprendre votre question en disant, Daniel Zaidani, vous êtes dans une démarche pour vous présenter aux élections législatives depuis plus de 2 ans. Je viens régulièrement sur le plateau pour le rappeler. Si maintenant je réclamais d'avoir une étiquette En Marche, ça pourrait se comprendre parce qu'il y a un travail de fond qui a déjà été effectué. Mais des candidats qui n'ont pas fait ce travail de fond, qui n'ont pas fait ce travail de terrain, ou tout simplement qui font des démarches en dehors de leur propre parti, qui a déjà investi des candidats. Je pense que cela serait un petit peu difficile pour eux de pouvoir rassembler, ne serait-ce que leur propre famille politique qui a déjà des candidats, et ensuite être cohérent avec la population qui est ici. On le voit avec Manuel Valls, ce qui est en train de se passer. Il est en train de lâcher la proie pour l'ombre et il risque de se retrouver à poil. Et puis après, il faut regarder quand même les choses. La population qui dit avoir un ras-le-bol de la politique, je crois que c'est un petit peu cela aussi. On ne s'improvise pas candidat à un mois des
des élections. Et pourtant, vous savez aussi bien que moi qu'il y en aura. Mais il y en aura sûrement. Il y en aura Mais des gens investis par République En Marche, forcément. Mais il y en Les aura- proches, ceux qui ont été là autour d'Emmanuel Macron et qui espéraient là-dessus, qui comptaient là-dessus justement pour déclarer une candidature c'est parce que présidentielle. Ce qui est certain, c'est qu'en métropole, nous n'avons pas la même approche aux élections. En métropole, vous prenez une affiche, vous mettez la photo du président, je serai dans la majorité présidentielle, et vous pouvez potentiellement obtenir des voix sur cela. Ouais. À Mayotte, ça ne marchera pas. À Mayotte, il faut un travail de terrain. Il faut que l'électeur connaisse votre programme. Aujourd'hui, on a vu quand même quasiment 40% de notre électorat qui a voté pour Marine Le Pen. Nous l'avons tous dit qu'il ne s'agit pas d'un vote idéologique, mais c'est un vote de rejet des politiques publiques menées ces 10 dernières années sur le territoire de Mayotte. Donc, très clairement, on ne s'improvise pas à 40 jours, même pas en un mois des élections législatives candidats, parce que cela irait à l'encontre même du respect de notre propre population. Vous parlez du Front National, le CODIM et d'une manière générale la population du Sud a été très très claire là-dessus. Ils ont dit, vous allez voir, le Sud va voter Front National parce que on a décidé qu'ils voteront Front National. Ça c'est fait. C'est fait. Et là, aujourd'hui, le CODIM, en tout cas certains de leurs représentants, expliquent clairement que le candidat qui se présente au Sud, qui voudra passer et être élu, il faudra passer par le CODIM. Ben, je pense que là, vous êtes en train de confirmer ce que je dis. Nous voulons, pour cette élection, avoir des élus qui pourront très clairement changer la donne. Nous voulons, pour cette élection, avoir des élus qui porteront clairement la voix de la population. Aujourd'hui, rechercher systématiquement l'étiquette En Marche pour être candidat, c'est vouloir être le candidat de Paris. Les Mahorais ont besoin d'avoir plus que jamais des candidats de Mayotte, pour parler au nom des Mahorais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Président. Vous êtes issu de la circonscription 1, donc pas grand-chose à voir avec le CODIM, quoique le CODIM, c'est le collectif de défense des intérêts de Mayotte. Est-ce que vous allez aller à leur rencontre pour vous expliquer votre programme et vos ambitions, peut-être aussi pour les rassurer, mais pour avancer, parce que c'est Mayotte? Ben, vous savez, l'élu député de demain ne devra pas être l'élu de la Circo 1 ou de la Circo 2. Non. L'élu devra être l'élu des Mahorais et de Mayotte. Dans tous les cas, nous sommes investis par une étiquette aujourd'hui MDM. Mais une fois élu, je ne serai pas l'élu du MDM. Je serai l'élu des Mahorais de Mayotte. Et bien évidemment, les problématiques qui se posent spécifiquement au Sud doivent également intéresser la totalité de nos élus. C'est la raison pour laquelle, avec les coupures d'eau à plusieurs reprises, je suis venu dans vos émissions de temps de parole pour porter mon point de vue, même si quelque part je ne pouvais pas agir directement. Élu député, ma voix pourra être entendue par le préfet, qui refuse de l'entendre jusqu'à présent d'ailleurs, et pourra être entendue à Paris, en particulier dans un rassemblement autour d'Emmanuel Macron, pour que le programme que nous avons présenté ces dernières semaines puisse concrètement s'appliquer. Je rappelle qu'il y aura au mois de juillet les assises sur l'outre-mer. Ces assises sont fondamentales. Elles devront reposer d'abord sur la loi de l'égalité réelle qui a posé toutes les problématiques du territoire de Mayotte. Maintenant, nous devons mettre en place les priorités de ces projets que nous devons enclencher, notamment en termes d'investissement, que ce soit pour justement les retenues, que ce soit justement pour l'eau, l'amélioration de notre capacité de stockage, puisque nous avons suffisamment de pluie qui tombe aujourd'hui sur le territoire, mais c'est bien la captation qui cause un problème. Évidemment. Donc, ces assises devront rassembler les parlementaires, les élus du conseil départemental, les maires et bien évidemment la société civile et les acteurs économiques. Parce que nous devons avoir une proposition claire à proposer à Emmanuel Macron à la fin de ces assises, afin que les 1 milliard d'euros d'investissement prévus pour l'outre-mer en plus puissent être utilisés de manière prioritaire pour Mayotte. La Guyane a de l'avance sur nous puisqu'il y a eu la grève. Ils ont mis sur le papier, à travers même une ordonnance, les priorités pour la Guyane pour les 10 prochaines années. Nous savons que 3 milliards d'euros devront être nécessaires pour le développement du territoire. Mayotte aujourd'hui part avec 0 € mais est le territoire le plus pauvre de la France. À ce titre, nous devons être clairs dans notre réponse pour le président pour pouvoir avoir prioritairement cette manne financière. Alors, vous êtes élu le 18 juin, on vous le souhaite. Vous participez aux assises. Quel est le premier point que vous allez défendre pour Mayotte ?
Alors, le premier, c'est qu'on respecte la départementalisation, l'acte de départementalisation de Mayotte. Qu'on mette en place les infrastructures, qu'on mette en place, qu'on respecte cette départementalisation en arrêtant de décentraliser les services de l'État, les services qui devraient être à Mayotte au profit d'une régionalisation à La Réunion. Mayotte ne s'est pas séparée des Comores pour se régionaliser avec La Réunion. Mayotte est un département-région. Les institutions départementales et régionales doivent se trouver sur l'île. Ça renforcera de manière significative la qualité de nos services, ça renforcera de manière significative la proximité de ces services. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, avoir une préfecture qui centralise tout sur Mamoudzou, ce n'est pas normal. Avoir des forces de l'ordre centralisées sur Mamoudzou, ce n'est pas normal. Il faut qu'on ait des services de proximité dans le nord, dans le sud de l'île, pour améliorer la qualité de nos services. Il ne suffit pas simplement de dire nous allons augmenter les hommes policiers, gendarmes sur le territoire, mais tant qu'on n'aura pas de base nautique à Bouéni et à Mtsamboro, tant qu'on n'aura pas de sous-préfecture à Bandrabois et à Chirongui, le service de proximité ne se fera pas, les Mahorais auront des difficultés. Et par ailleurs, par rapport aux investissements, il faut prioriser cette route de contournement avec le pont et l'aéroport. Cela représente totalement une enveloppe de 600 millions d'euros. Il conviendra que Mayotte puisse les avoir pour enclencher ce développement économique nécessaire pour résorber la délinquance et le chômage, puisqu'il va de pair. Merci beaucoup Daniel Zaidani d'avoir répondu à nos questions. Ça fait du bien d'entendre aussi un discours comme celui-là. En tout cas, on va suivre ces élections législatives de très très près, bien évidemment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.